Bonjour à tous, chers participants. Je me présente, Dina Mansour. Je suis conseillère de développement des marchés internationaux au service Accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Au nom de mon équipe, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins, la dernière de cette année, qui porte sur la rétrospective 2020 et les perspectives 2021 offertes par les experts en études économiques de Desjardins. Permettez-moi tout d'abord de prendre un moment pour remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international, notre commanditaire en titre Desjardins pour la série, ainsi que notre commanditaire en collaboration Exportation Développement Canada, qui ont tous rendu cet événement possible. Avant de commencer, je vous invite à prendre un petit moment pour observer la plateforme. Donc, il va y avoir une période de questions à la fin et si vous avez des questions, je vous demanderai, s'il vous plaît, de les écrire dans la boîte questions et réponses ou Q&A, dépendamment si votre Zoom est en anglais ou en français, qui est situé au bas de votre écran au centre et nous allons y répondre lors de la période des questions. Aussi, si jamais vous avez des problèmes techniques, vous avez une section chat ou des commentaires. Vous pouvez écrire vos commentaires ou toute autre demande de soutien dans la section chat et nous allons pouvoir y remédier. Il y a aussi un sondage qui a lieu en ce moment à votre écran et nous vous invitons à le remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter notre conférencier invité d'aujourd'hui, M. Mathieu Danjou, qui est économiste en chef adjoint aux études économiques du Mouvement Desjardins. Il se spécialise dans l'analyse des marchés financiers et effectue entre autres des prévisions sur les marchés boursiers et obligataires, ainsi que sur les prix des matières premières. Donc, nous sommes vraiment honorés de le recevoir dans le cadre de cette série Rencontres internationales Desjardins aujourd'hui, parce qu'en effet, Desjardins s'associe avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain depuis 3 ans maintenant pour accompagner les entreprises à l'international à travers des webinaires, des formations, ainsi que des missions aux douanes. Et nous sommes très reconnaissants de leur support pour ces activités dans lesquelles nous avons eu du succès à rejoindre de nombreuses entreprises de manière virtuelle pour les aider à développer de nouveaux marchés. Donc, nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui Monsieur Danjou de Desjardins. Merci d'être là avec nous et je vous invite maintenant à prendre la parole. Oh, bonjour, excusez-moi, j'avais un petit peu de difficulté à repartir mon micro maintenant que j'avais le contrôle de l'écran. Donc, merci beaucoup, Dina. Merci à tout le monde qui est là. Merci aussi à la Chambre de commerce et à ses partenaires d'avoir organisé cet événement-là. Je pense que c'est un bon moment pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé en 2020. Je pense que ça va être une grosse partie de ma présentation aujourd'hui, essayer de mieux vous expliquer ce qui est arrivé, parce que c'est pas évident. Ça a été toute une année. C'est clair, je pense, ce qu'il faut se rappeler puis jamais oublier, c'est que d'un point de vue humain, ça va rester une année tragique. Là. Ça, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on l'ignore. Donc, mais mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé avec l'économie et les marchés financiers, puis avec ça, d'être capable de mieux voir ce qui s'en vient là, pour 2021. Donc, on le voit bien sur le premier graphique. Je pense qu'il faut revenir à ce qui est arrivé au printemps dernier. Là. Ça a vraiment été dramatique là, comme chute de l'activité économique qu'on a connue. Donc, se rappeler qu'au début de 2020, les perspectives étaient quand même assez bonnes. On venait de sortir d'une année 2019 quand même assez difficile avec beaucoup de conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis, des craintes qu'on perde notre accord commercial avec les Américains. Finalement, tout ça s'était un peu replacé à la fin de 2019. Et on était assez optimiste là, au début de 2020. On pensait que ça s'enlignait bien. Mais rapidement, c'est vraiment la COVID qui a pris le dessus, même si à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça. Le coronavirus qui est apparu du côté de la Chine au début. Pendant quelques semaines, on a espéré que ça reste un problème qui touche essentiellement la Chine. Mais rapidement, là, vers fin février, début mars, on a commencé à voir la maladie se répandre un peu partout, en Italie, en Europe, en Iran. Et c'est devenu clair que personne n'y échapperait. New York aussi a été touché rapidement. Et c'est intéressant de voir la réaction a été pas mal pareille dans tous les pays avancés. Donc, on
On a essayé de freiner la propagation de la maladie en fermant l'économie, en arrêtant toutes les activités non essentielles. Et ça, il faut se rappeler, hein, ce qu'on regarde beaucoup les économistes, c'est le PIB réel, donc la production qui est faite à chaque période dans une économie. Puis quand on dit pendant quelques semaines, 4-5 semaines, on arrête presque tout, ça a un effet extraordinaire là, sur le PIB réel. Donc, on l'a vu. Là, habituellement, nous autres, on regarde les variations trimestrielles annualisées du PIB, donc multipliées par 4 là, pour être capable d'avoir des chiffres intéressants. Donc, souvent, c'est du 2-3 à la hausse ou à la baisse. Là, on a eu des baisses de 10 à 20 là, même pas annualisées là, quand on a vu ça. Donc, puis, certains pays s'en sont un peu mieux tirés, les États-Unis, le Japon. Donc, les pays qui ont moins fait de confinement, c'est sûr que le choc économique a été moins grand, alors que pour d'autres, ça a été encore plus important, comme le Royaume-Uni. J'essaie juste de changer. Parfait. Donc, avec tout ça, il ne faut pas... juste tasser un peu ma fenêtre. On voit bien que c'est majeur. Le fait que l'économie aille autant arrêter au printemps, ça fait que pour l'année 2020, d'un point de vue statistique, ça va être la pire année là, depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, sinon les années 30. Donc, c'est pour ça que souvent on entend ça, c'est la pire récession depuis les années 30. D'un point de vue purement statistique, quand on regarde le PIB réel, c'est vrai. Donc, on va avoir une baisse là, de plus de 4 de l'économie mondiale, ce qui était tout à fait inimaginable. Se rappeler qu'en 2008, avec la crise financière qui avait fait extrêmement mal, on avait eu à peine un léger recul là, du PIB. Donc, d'un point de vue statistique, c'est clair que ça a été très, très douloureux. Puis je pense que ce graphique-là, qui est sur la variation mensuelle de l'emploi au Canada, montre bien à quel point ça a été intense ce qui est arrivé. Donc, en l'espace de 2 mois, en mars et avril, on a perdu près de 3 millions d'emplois au Canada. C'est énorme. Alors que quand on avait eu la grande récession des années 80 qui avait fait tellement mal, c'était perdu seulement 600 000 emplois et ça avait été sur une période de 18 mois. Donc, ça a vraiment été un choc énorme. En même temps, on le voit sur le graphique, tout de suite après, il y a eu un rebond très important. Donc, c'était quand même des pertes d'emploi, on s'en doutait, qui étaient temporaires pour une grande partie. Donc, mais ça nous montre, et nous, tous nos graphiques, il faut presque les jeter à la poubelle ou les repenser parce que c'est des variations qu'on n'aurait jamais pu imaginer. D'un autre côté, j'ai montré des graphiques qui montrent à quel point ça a été intense et tragique comme choc économique. Mais quand on regarde ce qui se passe sur les marchés financiers, entre autres, un investisseur qui n'a pas trop joué dans ses placements cette année, qui arrive aujourd'hui puis qui regarde ce qui s'est passé, il ne sera même pas rendu compte qu'il y a eu un choc économique ou une récession. Donc, déjà à la fin du mois de novembre, on avait un rendement là, sur un portefeuille canadien type, là, à peu près 50 actions, 50 revenus fixes. Un rendement excellent là, de plus de 7 avec ce qui se passe dans les dernières semaines, ça risque d'être encore meilleur sur l'année. Puis ce qui est encore plus spécial, c'est que cette bonne année-là fait suite à une année 2019 qui avait été bonne aussi. Là. Donc, on ne voit pas la tragédie qu'on a vue sur le PIB dans les rendements de portefeuille, c'est clair. Donc, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans une situation typique d'une récession. Habituellement, en récession, en particulier les bourses là, font beaucoup moins bien que ce qu'on a connu cette année. L'autre chose aussi qu'on n'aurait jamais anticipé, oups, mes choses viennent de bouger, je vais essayer de retourner. C'est ce qui s'est passé avec les prix des matières premières. Donc, se rappeler le printemps dernier, choc économique majeur, il y en a qui parlaient même qu'on s'en allait vers une dépression. Donc, c'est sûr que la réaction initiale des prix des matières premières, ça a été une baisse importante. On a même eu pendant quelques jours un prix du pétrole négatif, mais ça a été vraiment surprenant de voir à quel point on a eu une remontée rapide là, des prix des matières industrielles depuis. Donc, on a beaucoup parlé du bois. Là. Dès cet été, on a atteint un sommet historique pour les prix du bois, mais aussi les métaux industriels qui habituellement sont liés de très près là, à la situation économique mondiale. Loin d'être déprimés, là, ont retrouvé beaucoup d'entrain qui sont même à leur plus haut niveau là, depuis au moins 2018. Là. Donc, ça montre bien. Là, je pense que le premier point que je veux faire ressortir, c'est que l'année 2020 est vraiment inédite. Donc, c'est une récession. Je pense qu'il ne faut pas trop focusser sur l'ampleur de la baisse qu'on a eue des données économiques. Il faut faire très attention de comparer ce qu'on a connu cette année avec ce qu'on a connu dans les autres récessions. Donc,
Habituellement, une récession, c'est causé par des problèmes qui sont accumulés, hein, des déséquilibres économiques ou des déséquilibres financiers. Comme par exemple, en 2008, il y avait une bulle de l'habitation aux États-Unis, il y avait eu des problèmes avec des mauvais prêts. Cette fois-ci, ce n'est pas ça qui est arrivé. L'économie allait quand même bien. Il n'y avait pas un besoin d'une correction importante. C'est vraiment été causé par la maladie. Puis surtout, ça c'est important de le comprendre aussi, ce n'est pas les cas qui font que l'économie a reculé, même pas les morts, honnêtement. C'est vraiment les mesures de confinement. C'est quand on décide d'arrêter les économies, en particulier de fermer les usines, fermer les commerces, bien ça a un impact majeur. Le danger, c'est qu'en faisant cette fermeture partielle de l'économie, on aurait pu entraîner plein d'effets négatifs de deuxième ordre, donc des baisses de revenus, des faillites, plein de pertes d'emplois durables. Et c'est là que les gouvernements et les banques centrales ont vraiment agi très rapidement pour empêcher que ça arrive. Donc, il y a eu beaucoup de mesures, en particulier pour soutenir le revenu des particuliers. On va revenir là-dessus. Même pour les entreprises, il y a eu de l'aide. Les institutions financières, dont Desjardins, on est fiers de ça. On a donné aussi des mesures d'allègement pour aider les clients qui étaient comme dans une situation correcte avant la crise à traverser cette crise qui était, dans le fond, pas de leur faute du tout. Et tout ça fait qu'on a vraiment évité le cercle vicieux habituel des récessions. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est capable par la suite d'avoir une bonne remontée. Je vais vous illustrer ça avec quelques graphiques. Je suis un petit peu long. Donc, je pense un point là, qui permet vraiment de comprendre ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec le revenu des ménages. Donc, habituellement, quand il y a une récession, l'activité diminue, il y a des pertes d'emploi et ça affecte le revenu des ménages. C'est tout à fait normal. Les salaires baissent, il y a des pertes d'emploi. On l'avait vu dans la crise de 2008, quelques trimestres assez faibles pour le revenu. Mais cette fois-ci, puis ça, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste au Canada avec la PCU, c'est aussi aux États-Unis avec des chèques qui ont été envoyés aux ménages, excusez-moi, et aussi en Europe avec beaucoup de programmes pour aider les travailleurs puis même les entreprises à garder les travailleurs. On a vu que même si le PIB s'est effondré au printemps, on a eu une croissance tout à fait spectaculaire du revenu des ménages. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de différent là, qui aide beaucoup en ce moment l'économie à repartir et à bien faire. Donc, on voit que par la suite, on a eu un peu l'inverse au trimestre d'après, mais il reste que le revenu des ménages, contrairement à ce qu'on connaît habituellement, ça a été un choc positif qu'on a connu cette année et non un choc négatif comme pour l'économie. Puis on voit un peu la même chose du côté canadien. Donc, une baisse, ça c'est un petit peu plus détaillé dans le premier graphique. On voit qu'il y a quand même eu une baisse importante de la rémunération des salariés au printemps, mais à la même période, il y a eu des rentrées d'argent venant du gouvernement, donc les transferts du gouvernement qui ont été à peu près 3-4 fois plus importants. Donc, ça fait, on le voit bien ici, ce que je parlais du choc positif sur le revenu disponible des ménages qui ont augmenté d'à peu près 11 là, au deuxième trimestre. Puis il a rebaissé un petit peu par la suite, mais le niveau du revenu reste très élevé, donc il reste même plus élevé qu'avant la pandémie. Donc, ça, c'est très important. Puis ce que ça fait, c'est que le taux d'épargne des ménages, donc dans le fond, la partie du revenu qui est épargnée, a explosé là, au deuxième trimestre. C'est sûr qu'au deuxième trimestre, une des raisons que l'économie a ralenti, c'est que les ménages ne pouvaient plus dépenser comme d'habitude. Donc, ils ne pouvaient plus, entre autres, du côté des services, faire les mêmes achats que par le passé. Donc, des dépenses qui baissent, des revenus qui montent, bien, ça fait que le taux d'épargne a atteint des niveaux. Là, on est passé, je crois, à 27 là. Alors qu'en 2019, l'épargne, ce n'était pas fort chez les ménages canadiens. Là, ça roulait autour de 1,4 Donc, vraiment une explosion sans précédent. Puis au troisième trimestre, bien là, les ménages ont recommencé à consommer beaucoup, on va le voir. Ça fait que, puis le revenu a un petit peu baissé. Donc, le taux d'épargne a rebaissé, mais le taux d'épargne, je pense que c'est important de le noter, il reste élevé là, à 14,6 Donc, si on prend, disons, c'était juste une personne, il y a beaucoup d'épargne qui a été accumulée au deuxième trimestre. Puis au troisième trimestre, on a continué à accumuler de l'épargne. Donc, c'est quand même du pouvoir de dépenser qui est là en banque là, pour les ménages canadiens. Puis, encore une fois, là, je parle du Canada, mais c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Europe. Donc, ça, c'est quelque chose de super important pour la suite des choses. Donc, ça, c'est un peu ce que le support du revenu, c'est beaucoup venu des gouvernements. Au Canada, c'est beaucoup le gouvernement fédéral, un peu la même chose aux États-Unis. Les banques centrales ont aussi joué un rôle majeur. Souvent, un des gros problèmes quand il y a une récession, c'est que
plus personne ne veut prendre de risques. Tout le monde veut garder ses liquidités pour soi. Donc, on manque de liquidité dans le système. Ça, on l'avait vu en 2008. Là, ça avait été une tragédie. Là, des compagnies qui allaient très bien, mais du jour au lendemain, n'étaient plus capables de se financer parce qu'il n'y avait plus de liquidité disponible. Et cette fois-ci, les banques centrales ont été extrêmement rapides à agir. Donc, dès qu'ils ont vu qu'il y avait des difficultés qui apparaissaient sur les marchés financiers, parce qu'il y en a eu, là, vers la mi-mars, à un certain moment, les bourses se sont effondrées, les écarts de crédit augmentaient, mais les banques centrales ont réagi très, très vite en mettant de la liquidité presque de façon illimitée dans le système. Même encore aujourd'hui, continuent d'acheter massivement des obligations. Donc, ils s'assurent qu'il y ait vraiment toujours… ça, c'est le bilan des banques. Donc, les actifs qui montent, ce que ça montre, c'est que les banques centrales achètent des obligations. Puis quand ils achètent ces obligations-là, en échange, ils créent des réserves dans le système bancaire. Donc, ça fait qu'il y a énormément de liquidité dans le système bancaire. Puis cette liquidité-là, elle cherche à aller à quelque part. Donc, une conséquence de tout ça, qui est très positive, c'est que loin d'avoir un resserrement du crédit, on se retrouve avec des conditions de crédit qui sont extrêmement favorables pour pas mal tous les emprunteurs en ce moment. Je dis tout, il faut faire attention, il y a toujours quelques exceptions. C'est sûr que dans les secteurs les plus touchés, entre autres le secteur de l'énergie aux États-Unis, c'est sûr que quelqu'un qui voudrait faire un gros emprunt aujourd'hui pour ouvrir un hôtel ou un restaurant, ça serait peut-être difficile, là. On ne peut pas nier ça. Mais de façon macro, quand on regarde le rendement exigé sur les obligations des entreprises, c'est ce que montre le graphique ici, là, la ligne bleue, la ligne verte, excusez-moi, on est à des creux historiques. Donc, les entreprises sont capables de se financer encore à des très bons taux. Et comme je vous disais, là, vers la mi-mars, il y avait eu une petite explosion des écarts de crédit. Mais avec les interventions des banques centrales, là, ça s'est vraiment modéré. Puis on est revenu avec des écarts de crédit quand même tout à fait normaux. Ce qui est un peu surprenant, là, honnêtement, dans une situation économique comme on connaît. Puis ça, on le voit, c'est une grosse différence avec la crise financière de 2008. Parce qu'en 2008, les banques centrales essayaient d'aider. Ils baissaient les taux directeurs, mais il n'y avait pas tous les outils qu'ils ont maintenant là, dans leur arsenal. Puis ça a fait que même s'ils essayaient de mettre de la liquidité, le coût de financement là, des entreprises avait beaucoup monté. Puis de toute façon, quand même, ça avait duré un certain temps. Là. Donc, ça avait été un gros problème en 2008. On n'a vraiment pas ce problème-là aujourd'hui. Je vais vous avouer, même quand on regarde nous autres ce qui se passe dans le système financier canadien, il y a comme même plus un surplus de liquidité qui est là, puis qui risque de demeurer là pour un certain temps. Là. Donc, ça va aider là, quand même à s'assurer là, que les gens qui ont besoin d'emprunter, que ce soit pour se passer à travers la crise ou même développer des nouveaux projets, là, ça ne devrait pas être un problème là, dans le contexte actuel. Une chose aussi qui aide beaucoup à limiter les effets de la crise, c'est que l'insolvabilité a même faibli. Donc, ça aussi, là, c'est quelque chose. Tous les modèles qui essaient de prévoir les faillites, on dit on va avoir plein de pertes d'emplois, une hausse du taux de chômage, un recul important de l'économie, on serait attendu à avoir des faillites qui auraient explosé, qui auraient, en tout cas, à avoir au moins beaucoup de faillites. Finalement, ce qu'on observe dans les données canadiennes, mais ça aussi, c'est un peu la même chose partout dans le monde, en tout cas dans les pays avancés, c'est qu'il n'y a pas eu cette poussée des faillites-là. Côté des ménages, ça se comprend quand même bien. Quand je disais, il y a eu un choc positif sur les revenus, les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Puis on va reparler aussi, le marché de l'habitation va bien. Donc, tout ça fait que le consommateur, de façon macro, là, il y a toujours des exceptions, mais dans l'ensemble, le consommateur est dans une bonne position. Puis on n'a pas trop à craindre là, du côté des faillites. Faillite d'entreprise, c'est sûr que c'est encore plus surprenant parce qu'on ne se cachera pas. Dans certains secteurs, c'est très difficile. Il y en a des faillites qui ont été annoncées pour certains détaillants. Dans la restauration, c'est sûr qu'il va en avoir beaucoup. Mais je pense que ça montre, c'est que le reste de l'économie va assez bien. Que pour le moment, de façon, quand on regarde l'ensemble des faillites, ça reste quand même assez faible. Il y a peut-être un peu plus un risque là, que ça remonte un peu l'an prochain, mais pas que ça explose. C'est sûr aussi qu'il y a des mesures d'allègement. Il y a plein de mesures de soutien du gouvernement qui aident à limiter ça. Mais peut-être qu'on va enlever ces mesures-là tranquillement, il va en avoir un peu plus d'insolvabilité. Mais il reste que si les conditions financières restent aussi bonnes qu'elles sont là, la demande pour la plupart des produits est forte en ce moment. Là. Donc, je pense que le risque, c'est peut-être que les faillites augmentent un peu du côté des entreprises, mais pas que ça explose là, comme dans une récession classique. Là. Donc, les efforts des banques centrales, on l'a vu
J'ai un peu de misère avec ma fenêtre. Je suis capable de l'enlever. Ah, parfait. Donc, ici, c'est ce qui s'est passé avec les bourses. Donc, il faut quand même voir qu'on a eu quand même toute une chute là, du marché boursier, très brutale, disons de la fin février jusqu'à peu près à la mi-mars. Mais après ça, avec les interventions des banques centrales pour assurer qu'il y avait plein d'argent dans le système, ça n'a vraiment pas été long que les bourses ont repris une tendance haussière. C'est sûr que les titres technologiques avec le Nasdaq ont beaucoup aidé. On s'est rendu compte vite que ces compagnies-là pourraient sortir gagnantes de la situation actuelle avec le télétravail et tout ça. Mais même le reste des autres compagnies, ça a tranquillement remonté aussi. Une très bonne période de croissance, là, je dirais jusqu'à la fin août. Après ça, il y a eu un petit peu plus d'hésitation avec la deuxième vague qui s'en venait. Il y a eu un peu de prise de profit qui ont été pris. Là, c'est sûr que récemment, avec les bonnes nouvelles sur le vaccin, bien, il y a encore une autre, beaucoup d'enthousiasme qui est revenu sur le marché boursier. Donc, finalement, on voit que même la bourse canadienne est revenue au-dessus de son niveau de début d'année. Je dis que les banques centrales ont beaucoup aidé, c'est vrai, mais je ne dirais pas que c'est juste du vent non plus, là, la performance des places boursières. Une chose qui, honnêtement, qui m'a agréablement surpris quand j'ai vu ça, c'est à quel point que les profits des entreprises aussi ont remonté. Donc, avant la pandémie, les profits du S&P 500 étaient à des niveaux records, donc ça allait quand même bien pour les entreprises. Il y a eu une chute importante au printemps, mais dès le troisième trimestre, là, avec les données préliminaires qu'on a, mais qui sont presque complètes, on serait revenu déjà très près là, des niveaux de profitabilité d'avant la crise. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Il faut dire que ce qu'on voit, c'est que c'est ça aussi. Puis ça, c'est un des messages, je pense, de la situation actuelle, c'est que ça fait vraiment des gagnants et des perdants. Donc, c'est pas vrai que toutes les entreprises vont bien en ce moment. Donc, dans certains secteurs plus traditionnels, ça reste assez difficile. Le secteur industriel, les profits ne sont pas très bons. C'est sûr, tout ce qui est relié, tout ce qui est touché par la distanciation sociale aussi est beaucoup affecté. Mais d'un autre côté, les compagnies technologiques, les profits sont à des records. Compagnies financières, là, les banques, on a eu beaucoup peur pour le système bancaire hein, quand on a eu le début de la correction au printemps. Les institutions financières ont beaucoup monté leurs provisions pour faillite future, perte sur prêt. Finalement, les résultats du secteur financier sont très, très bons, avec les bourses qui remontent, avec la liquidité qui est abondante. Donc, c'est un autre secteur qui va bien. Puis aussi, toutes les entreprises qui font affaire avec les consommateurs, là, ils ont vraiment eu des bons résultats. Puis ça risque de se poursuivre. Comme je vous disais, nos consommateurs qui ont eu un choc positif sur leurs revenus, bien, ils ont de l'argent pour dépenser, puis ça profite à plusieurs secteurs. Donc, c'est quand même une belle surprise, puis encourageant là, de voir que les profits des entreprises sont déjà remontés. Puis si on dit qu'on s'en retourne vers une normalisation de l'économie, disons, au cours des 12 prochains mois, bien, les secteurs qui tirent de la patte pourraient probablement en profiter aussi. Là. Puis je pense qu'on a un potentiel pour atteindre quand même des niveaux très intéressants là, sur les bourses et les profits des entreprises. Puis encore une fois, bien, c'est une grosse différence avec ce qu'on a connu dans la crise de 2008, où ça a pris un bon 4 ans là, pour revenir à des niveaux de profitabilité qui ressemblaient à ce qu'on connaissait avant la crise. Là. Donc, avec tous ces facteurs positifs-là qui sont revenus rapidement, bien, c'est sûr qu'on a eu un rebond presque aussi spectaculaire des économies au troisième trimestre qu'on avait une chute au quatrième. Encore une fois, c'est généralisé. C'est tous les pays avancés qui ont eu le même genre de rebond. C'est sûr que plus que ça avait chuté fort au deuxième trimestre, plus que ça a rebondi fort au troisième. Là, ça, c'est normal. Dans la plupart des cas, ben même, je pense dans tous les cas, il reste quand même un peu de manque à gagner. Donc, si tu perds 20 et tu regagnes 20 tu n'es pas revenu exactement au même niveau. Donc, de façon générale, là, il manque entre peut-être 3 et 6-7 là, pour revenir au niveau. Donc, ce n'est pas une reprise en V complète qu'on a connue au troisième trimestre, mais c'est quand même une reprise qui a surpris beaucoup d'observateurs, là, qui a été très, très forte. Puis honnêtement, le momentum était très bon aussi. Donc, s'il n'y avait pas eu la deuxième vague, là, peut-être qu'on aurait continué pas à ces rythmes-là, parce que tu peux juste rouvrir l'économie une fois. Donc, même là, sans deuxième vague, on n'aurait pas eu une croissance aussi forte au quatrième trimestre, ça c'est clair. Mais le momentum était quand même très intéressant. Puis sans surprise, avec ce que je vous parle un peu depuis tantôt, le rebond est vraiment venu du consommateur. Donc, vous voyez, la ligne grise, c'est la consommation de biens durables réels. Donc, ça, habituellement, ça monte de 2-3 par année.
Donc, on avait beaucoup chuté en avril, jusqu'en avril. Puis ça, c'est des données américaines mensuelles. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça leur rebondit très, très rapidement. Puis en ce moment, là, ça roule à 13% plus haut qu'en début d'année. Donc, c'est extrêmement fort, là. Donc, il ne faut pas se compter d'histoire, là. S'il n'y avait pas eu de pandémie, il serait vendu moins de biens durables en ce moment que ce qu'on observe. Les biens non durables, on a aussi une bonne remontée. Donc, ça va très bien de ce côté-là. C'est vraiment les services qui tirent encore un peu de la patte. Mais l'autre chose, je pense qu'on le voit encore bien ici. Tu sais, on dit que les revenus ont recommencé à baisser, mais il reste que les revenus restent plus forts que ce qui était en début d'année. Même encore, là, après toute cette consommation-là, c'est pour ça que le taux d'épargne reste relativement élevé. Donc, consommation qui a rebondi, mais qui aurait encore un potentiel là, pour rester forte pour un certain temps. Quand je dis qu'il y a des gagnants et des perdants, ce graphique-là l'illustre bien. Il y a beaucoup de chiffres. L'important, ce n'est pas tous les regarder, mais c'est de voir que du côté des biens, presque partout, ça c'est aux États-Unis, mais c'est la même chose dans les autres pays, presque toutes les catégories sont revenues là, clairement au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Donc, on a vraiment eu une reprise complète et même plus pour la consommation de biens, alors que c'est sûr, de la consommation de services, il reste des secteurs qui sont extrêmement faibles. C'est sûr tout ce qui concerne le voyage, l'hôtellerie, les spectacles. Mais je pense aussi ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un déplacement. Ce qui n'est pas consommé en ce moment du côté des services, il y en a une partie qui est consommée comme en surplus du côté des biens. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que ce qu'on perd dans les services et ce qu'on ne peut pas regagner tout de suite, c'est nécessairement quelque chose qui va empêcher l'économie de remonter. Les ménages peuvent s'adapter et aller consommer d'autres choses. C'est ce qu'on observe. Un autre, au-delà de la consommation, ce qui a fait aussi très, très bien, c'est le marché immobilier. Puis encore une fois, là, les données canadiennes sont spectaculaires de ce côté-là, mais c'est quelque chose qu'on observe un peu partout. Donc, il y a eu une chute de l'immobilier au printemps, comme partout ailleurs, comme dans le reste. C'est sûr que ça a été encore pire au Québec. Au Québec, on a même arrêté les mises en chantier qui sont tombées à zéro pendant un mois. Ça n'a pas été le cas ailleurs au Canada. Mais même le marché de la revente, qui était quand même assez solide, a vraiment chuté, mais ça a été très, très temporaire. Donc, dès qu'on a rouvert les économies, puis je pense même que ça avait commencé avant, c'est ça qu'il faut voir. On se ramassait avec des ménages qui n'avaient pas eu de problème du côté de leurs revenus, et même souvent qu'il y en avait un peu plus, qui n'avaient pas le moyen de dépenser pour voyager, pour faire d'autres choses, puis aussi qui faisaient face à des taux hypothécaires qui chutaient de façon importante. Donc, les taux hypothécaires sont descendus à des niveaux creux. Donc, on a eu vraiment un élan là, assez spectaculaire, tant des mises en chantier que de la revente. Puis là, ce graphique-là, il manque même des données qui ont été publiées hier. Donc, hier, on a eu le mois de novembre. Puis tu vois que malgré la deuxième vague, ça reste extrêmement fort avec les mises en chantier qui ont même rebondi. Il y a toujours un peu de jeu dans les mises en chantier, là, mais la tendance est bonne, puis les chiffres de novembre le confirment. Et du côté de la revente, on stabilise, mais on stabilise à des niveaux très, très forts, là, qui sont à peu près des records, là. Donc, entre autres, là, en novembre, les mises en chantier, on reste, si tu regardes juste le mois de novembre de cette année par rapport à novembre de l'an dernier, au Québec, on est plus 37 de vente avec des prix moyens en hausse de 23 là. Donc, c'est très, très fort. J'ai un petit tableau qui montre un peu la situation au Québec. Il faut dire, au Québec, quand l'immobilier va bien depuis plusieurs années, donc avec les taux qui avaient commencé à monter un petit peu dans les années précédentes, on s'attendait quand même à ce que ça se stabilise, pas à des années extraordinaires de croissance, que ça reste bon, mais pas extraordinaire. Puis finalement, malgré le fait qu'il y a eu une pause importante au printemps, quand tu fais un bilan après 10 mois, puis ça serait la même chose après 11 mois, on a finalement là, une performance qui dépasse même ce qu'on pouvait s'attendre là, avant la pandémie. Donc, avec une croissance assez forte des mises en chantier, très forte de la revente et une accélération claire là, de la croissance des prix. Donc, je pense que c'est clair que le marché immobilier a été un des gagnants là, de la pandémie, qui a profité beaucoup là, des mesures qui ont été mises en place pour, dans le fond, soutenir l'économie pendant le temps de la pandémie. Peut-être des fois, juste l'illustrer encore d'une autre façon, ce qui est arrivé là, avec la pandémie, c'est avec le PIB du Québec. C'est sûr que le PIB, ce qui est intéressant au Canada et au Québec, c'est qu'on a des chiffres mensuels, donc on peut vraiment suivre de mois en mois ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, là, les lignes en vert pâle, c'est ce qui se passe habituellement. Là, on ne voit presque pas de mouvement. Souvent, c'est des mouvements là, mensuels de 2 dixièmes, 3 dixièmes de pourcent. C'est ça qu'on regarde.
Là, ce qu'on a eu, c'est dès le mois de mars, une baisse de près de 10 un mois qui s'est ajoutée à une baisse de près de 15 le mois suivant. Donc, en l'espace de 2 mois, je pense que c'est 23 du PIB québécois qui est disparu quand on a tout fermé, entre autres le secteur de la construction, tous les commerces. Mais après, on a eu un rebond très, très important. Donc, le Québec, c'est un exemple d'une place qu'on a beaucoup confinée, mais que dès qu'on a déconfiné, la reprise a été très, très forte. Donc, aujourd'hui, les données québécoises sont un petit peu plus lentes à sortir. Donc, la dernière donnée, c'est celle du mois d'août, puis on était déjà revenu là, à peu près à 3 là, je pense que c'est 3,4 en dessous du niveau pré-pandémie. Donc, c'est quand même un peu en dessous, mais c'est rien par rapport aux 24 qu'on avait en avril. L'autre chose, je pense, c'est la reprise de l'emploi qui a été tout à fait spectaculaire aussi. Donc, si on dit qu'on était à 100, le niveau d'emploi de février, en l'espace de 2 mois, on avait perdu, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, à peu près 15 des emplois. Au Québec, on était à près de 20 de perte des emplois. Mais ça s'est replacé très rapidement. Puis malgré le fait qu'au Québec, on a reconfiné en octobre, à partir du mois d'octobre, à la fin novembre, en novembre, dans le fond, il nous manquait juste 2,5 de l'emploi à retrouver là, pour retourner au niveau de février. Donc, vraiment une bonne reprise de l'emploi, un peu assez similaire du côté canadien. États-Unis, c'est un petit peu plus lent, la reprise de l'emploi. Ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu sortis du marché du travail, entre autres, je pense, pour s'occuper des enfants, mais ce n'est pas juste des femmes, là, tant les hommes que les femmes. C'est le taux de participation qui a beaucoup baissé. Donc, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu plus de misère à s'adapter à la COVID. Donc, des gens qui ont décidé de se retirer temporairement du marché du travail. Ça fait que le taux de chômage baisse beaucoup aux États-Unis, mais la croissance de l'emploi est plus limitée. Au Canada, on a vraiment un bon rebond de l'emploi. Puis honnêtement, quand on décortique un peu les chiffres au Canada, c'est assez clair qu'aujourd'hui, pour la plupart des employeurs qui essaient d'engager, la situation est aussi serrée que c'était avant la pandémie. Les emplois qui restent à retrouver, c'est essentiellement les emplois des secteurs des services, là, de la restauration, de l'hôtellerie. Il y en a un autre aussi, un peu de transport-entreposage. Puis quand tu regardes aussi, c'est beaucoup les emplois à faible salaire. Puis ça, il y a une réalité aussi. On a mis beaucoup de programmes de soutien du revenu qui sont très avantageux pour les gens qui étaient, par exemple, à temps partiel à faible salaire. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui va engager là, un employé, le marché, selon moi, est à peu près aussi serré qu'avant la pandémie. Puis il ne faut pas penser que ça va beaucoup s'améliorer. Donc, ça va rester un défi pour les entreprises. Quelle heure je suis rendu? Ah, pas si pire. Donc, avec tout ça, une réalité dans les pays avancés, c'est qu'on a eu vraiment une belle reprise du côté de la consommation des ventes au détail. Puis on a aussi quand même une reprise assez rapide du côté de la production industrielle, donc ce que les entreprises produisent, mais quand même moins forte. Donc, je pense que les entreprises, on a essayé de les aider, mais ça n'a pas été aussi fort peut-être puis aussi bien fait que pour les ménages. Puis c'est sûr que quand on dit aux entrepreneurs qu'on s'en va vers une dépression, vers la pire récession, on peut les comprendre d'être hésitants. Donc, il y en a beaucoup qui ont freiné leur activité, qui avaient peut-être des projets d'investissement qu'ils ont mis à plus tard. Donc, il reste qu'il y a un peu un déséquilibre dans nos économies, avec la consommation qui est plus forte dans bien des cas, là, surtout si on exclut les services, qui est plus forte qu'avant la COVID, les entreprises qui peinent un petit peu à suivre. Un pays qui en profite beaucoup, c'est la Chine. Excusez-moi, je prends une gorgée d'eau. En Chine, c'est vraiment l'inverse qui est arrivé. Ils ont été les premiers touchés par la pandémie et comme partout ailleurs, tout s'est effondré temporairement quand ils ont tout arrêté. Mais très rapidement, ils ont misé plus sur les entreprises, les usines sont parties très vite. C'est sûr, le fait que dans les pays avancés, la demande du consommateur est revenue très rapidement, ça a beaucoup aidé la Chine. Donc, la Chine qui rejoue un peu son rôle d'exportateur, l'espèce d'écart qu'on voit dans les pays avancés entre la consommation et la production, ça ouvre vraiment une porte à la Chine pour redevenir un grand exportateur et en profiter beaucoup. Puis vu que ça va commencer à aller de mieux en mieux, même les ménages chinois qui, eux autres, étaient beaucoup plus hésitants à recommencer à consommer, récemment, ça va mieux aussi. Donc, les nouvelles sont quand même encourageantes là, du côté de la Chine. On voit que, dans le fond, si on va les définitions classiques de récession, on pourrait même dire qu'il n'y en a pas eu. Habituellement, on parle de 2 trimestres consécutifs de contraction. Eux, ça a été plus concentré au premier trimestre avec une grosse contraction, mais un rebond très rapide par la suite. Donc, déjà, le niveau de l'économie, même en réel, l'économie chinoise est revenue au-dessus de ses niveaux d'avant la pandémie, là, très rapidement.
Puis honnêtement, les perspectives sont assez encourageantes. Je dirais qu'elles sont peut-être même plus encourageantes qu'avant la pandémie. Puis le commerce mondial a été beaucoup touché, lui aussi, là, quand on a tout arrêté d'un coup. Il y a beaucoup de monde qui ont dû annuler des commandes, même il y avait des problèmes de logistique, donc le commerce mondial a chuté. Mais ça, c'est une des choses qui est remontée très rapidement. Donc, en l'espace de quelques mois, on est pas mal revenu à des niveaux assez similaires à ce qu'il y avait avant la pandémie. Puis ça, ben, c'est là que je pense que la Chine en profite beaucoup. On le voit dans les exportations chinoises. Il faut faire attention, là, les chiffres, des fois, des petits pics en début d'année, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais la tendance récente est assez claire là, que les exportations chinoises relancent vraiment cette économie-là. Donc, c'est là que je me dis, on veut revoir les chaînes de valeur. Je pense que ça va être important que nos entreprises prennent la relève et n'hésitent pas à répondre à la demande du consommateur. Sinon, le danger, c'est que ça profite juste à la Chine, toute l'aide qu'on a donnée à nos consommateurs. C'est sûr que ce ne sera jamais 100%. Mais en ce moment, je pense que ça profite peut-être un petit peu plus à la Chine qu'on espérait plutôt qu'à nos propres producteurs. Parler rapidement, c'est sûr qu'on ne peut pas ignorer. Donc, je vous dirais que les choses s'enlignaient bien jusqu'au début de l'automne. C'est sûr que là, on est dans la deuxième vague. Hein. Ça fait très mal. Regarde, je pense que je peux passer rapidement, là, entre autres au Canada et aux États-Unis. Ça a commencé un peu plus fortement en Europe. Donc, frappé très fort, force à remettre certaines mesures de confinement. Puis on commence à avoir des effets économiques. Là. Ça, c'est des données. Excusez-moi, là, il y a beaucoup de chiffres, mais il faut plus regarder la tendance. Donc, ça, c'est comme des données qui voient un peu la mobilité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce n'est pas des données de PIB, mais souvent, il y a un bon lien. Donc, en avril, mars-avril, ça avait vraiment chuté en même temps partout. Intéressant de voir qu'en Chine, ça avait chuté avant, comme on l'a vu dans le PIB. Puis là, en ce moment, du côté de l'Asie, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment du côté de l'Europe qu'il y a un nouveau signe de ralentissement important. Donc, on s'attend quand même à une nouvelle contraction de l'activité en Europe. Puis avec les derniers chiffres qu'on a aux États-Unis, au Canada, là, même s'il y a une certaine résilience là, dans les chiffres du marché du travail, entre autres, le tournant de l'année va être dur. Ça, je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Là, on va probablement avoir une contraction de l'activité là, pour les mois de décembre, peut-être janvier. Il va y avoir des effets de saison qui vont faire mal aussi. Là, le fait qu'on fête moins Noël, ça risque de faire mal aux données économiques. Donc, on a clairement une fin d'année difficile puis un début de 2021 qui risque d'être assez difficile. C'est sûr que, par exemple, ce qui vient un peu en contraste avec les données inquiétantes sur la COVID, c'est les excellentes données sur le vaccin. Donc, ça, c'est un peu un game changer. Il faut quand même se rappeler, il n'y a pas grand monde qui pensait qu'on aurait commencé à vacciner en décembre de cette année. Là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Tout n'est pas réglé, mais honnêtement, c'est très encourageant. C'est sûr que ça va être long d'avoir l'immunité totale, que réussir à vacciner toute la population, disons 70% ou 80% de la population mondiale. Mais il reste que ce qui est important pour l'économie, c'est est-ce qu'on va être obligé de rester confiné longtemps? Est-ce qu'on va remettre des périodes de confinement à tout bout de champ? Une fois qu'on va avoir protégé les personnes vulnérables et le personnel médical, je pense qu'on va déjà pouvoir, ça va être un grand pas là, vers un retour à la normale. Moi, dans ma tête, les prochains mois, c'est dur de savoir comment ça va évoluer. Ça risque de rester assez difficile. Mais si à partir de l'été prochain, là, je pense qu'on va beaucoup moins craindre d'avoir une remontée. Là. Donc, vers le printemps, l'été, ça risque de. Je pense qu'on va voir pas tout revenir comme avant, mais commencer là, à mettre ça un peu derrière nous, la COVID, là, graduellement. Donc, c'est un peu ça le message pour 2021. Difficile à court terme. Probablement, il va y avoir une contraction de l'activité en Europe. Pas catastrophique comme au printemps dernier, par exemple, hein, parce que là, on ne ferme pas les usines. C'est beaucoup plus ciblé comme mesure. Puis je pense qu'il y a un effet psychologique. Personne ne pense qu'on s'embarque dans une dépression. Le monde le voit vraiment plus comme une mauvaise période à passer temporairement. Mais dans les chiffres économiques, il faut s'attendre à des mauvais chiffres. Au Canada, on s'attend à des pertes d'emploi en décembre. Le PIB devrait reculer aussi. Même chose au Québec, avec les nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées. La question du Brexit aussi reste un risque supplémentaire pour l'Europe. À partir du printemps, par exemple, je pense que les perspectives se sont améliorées. Donc, on est quand même assez positif. Les conditions gagnantes ne disparaîtront pas tout de suite. Hein. Les gouvernements vont continuer à soutenir, ils risquent d'annoncer encore des mesures de relance de l'économie. Donc, on n'est pas en mode austérité à court terme, ça c'est assez clair partout dans le monde.
banques centrales aussi veulent garder des conditions financières très favorables là, tant qu'on ne sera pas complètement là, réglé un peu la question de la COVID, donc ça va rester. Puis je pense qu'il va falloir surveiller à partir de ce moment-là, c'est si les entreprises vont être capables de prendre la relève. Il faut vraiment, c'est ce qu'on souhaiterait. Parce que là, on a eu de l'aide beaucoup du gouvernement, les consommateurs, mais à un certain moment, il va falloir que les entreprises prennent la relève. Puis on espère que vous allez répondre présent, que ce ne soit pas juste la Chine qui en profite. Juste un peu nos prévisions de taux d'intérêt. Donc, même si ça va mieux, il ne faut pas penser que les banques centrales vont monter les taux très rapidement. On s'attend vraiment qu'ils soient patientes. Les taux obligataires pourraient quand même remonter un petit peu, mais pas suffisamment pour beaucoup freiner l'économie. Ça va être assez. C'est sûr, plus que ça va bien, plus qu'on efface complètement les craintes liées à la COVID, ben là, il pourrait y avoir une hausse un petit peu plus marquée des taux obligataires, puis ça pourrait freiner un petit peu là, les secteurs qui vont super bien, comme l'immobilier, la consommation de biens durables à un certain moment, si ça monte trop. Dollar canadien, c'est sûr qu'en ce moment, il monte beaucoup. Hein, il profite de l'optimisme en cours, profite de la remontée des prix des matières premières. Ça nous a un peu surpris là, à quelle vitesse il a remonté, mais là, dans un scénario assez optimiste pour la deuxième moitié de 2021, je pense qu'on risque de continuer à voir le dollar canadien s'apprécier encore un peu, retourner autour des 80 sous. Cependant, la Banque du Canada ne voudra pas qu'il monte trop vite. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi la Banque du Canada ne commencera pas à trop changer son discours rapidement et à resserrer la politique monétaire. Donc, un des messages, puis ça l'a changé. Si je vous avais parlé il y a 2-3 mois, je vous aurais dit un retour complet au niveau d'avant la pandémie, ça risque d'aller quelque part mi-2022. Dans plusieurs cas, je pense que là, on peut espérer là, que vers la fin 2021, on soit revenu pas mal au niveau d'avant la pandémie. Donc, c'est une amélioration des perspectives, là, honnêtement, qui découle assez directement des développements sur le vaccin. Donc, une année, c'est sûr que 2021 va être bien meilleur que 2020. Il y a une partie un petit peu automatique là-dedans. Là, juste rouvrir l'économie, c'est assez pour avoir un gros gain. Mais je pense que c'est plus la tendance. Comme je vous disais, je pense quand même que le sentiment et la tendance pourraient être assez positifs là, à partir du printemps prochain. Je vais finir ça assez rapidement. Pour garder un peu de temps pour les questions, je vais passer vite là-dessus. Mais il y a quand même, là, il faut comprendre, les gouvernements ont beaucoup aidé. En échange, ils sont endettés beaucoup. Les banques centrales en font énormément aussi. On peut se demander, est-ce qu'ils vont toujours pouvoir faire ça? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences à long terme? Donc, il va falloir surveiller un peu. Là. Personne ne craint l'inflation à très court terme, mais à moyen terme, si on est toujours aussi agressif, ça pourrait revenir. Puis ça compliquerait beaucoup les choses. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. Il y a un risque à un moment donné, il y a des bulles financières. On le voit même un petit peu sur l'immobilier. Là, ça ne pourra pas monter toujours à ce rythme-là. Puis aussi, c'est toujours le gouvernement qui agit, toujours les banques centrales, puis que les entreprises ne prennent pas leur place, mais ça pourrait nuire à la croissance à long terme aussi. Là. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on commence à voir un peu, d'avoir tout le temps trop de liquidités, des taux trop bas, ça pourrait un petit peu limiter la croissance à long terme. Donc, l'endettement va rester une question importante. On était endetté avant la crise, on va l'être encore plus après. Donc, ça fait que dès que les taux vont monter, ça pourrait freiner là, certains secteurs. Donc, il y a toujours un petit risque de ce côté-là. Puis là, il y a les transformations un peu plus durables. C'est sûr que je ne pense pas que le télétravail, commerce en ligne vont disparaître. Donc, il va y avoir des adaptations à faire pour les commerces, c'est clair, pour les centres-villes. L'immobilier commercial, ce n'est pas la catastrophe, mais pour les bureaux, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser. Je ne pense pas que le télétravail, on va rester tout le temps chez nous, mais qu'on soit moins souvent au bureau, qu'on ait besoin d'un peu moins d'espace de bureau, ça, c'est une possibilité. Donc, il va falloir un peu se réinventer. Là. Puis c'est sûr qu'il y a quand même des efforts d'avoir une reprise peut-être meilleure. Donc, le gouvernement va être encore très présent l'année prochaine. Donc, c'est sûr que s'il y a des projets pour production locale, reprise verte, reprise durable, ben, il va y avoir des belles occasions. Ça ne sera sûrement pas dur d'avoir du financement là, de ce côté-là. Donc, ça fait pas mal le tour. Juste illustrer, il y a quand même un coût à avoir autant soutenu l'économie. C'est qu'on a quand même une remontée très importante de la dette des gouvernements partout dans le monde. Grâce à l'aide des banques centrales, ce n'est pas trop problématique pour le moment parce que les taux restent très bas, mais ça crée une certaine vulnérabilité. S'il y avait un autre choc, bien là, on se demande, on va toujours pouvoir avoir recours à la dette comme ça? C'est une question qu'on peut se poser. Ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Vous avez un peu là, nos adresses. Là, si ça vous intéresse de voir ce qu'on sort sur l'économie, il y a notre site desjardins.com.
/économie. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions aussi. C'est ça aussi, en Desjardins, on a toute une équipe pour accompagner les entrepreneurs. Donc, vous aviez ça. Donc, je vais laisser la parole. Mais merci beaucoup, Monsieur Danjou. Donc, finalement, c'est une année un peu particulière, mais on y voit quand même peut-être du positif. Il y a des ménages qui se sont enrichis. Entre-temps, peut-être pas tout le monde, mais on voit quand même une lueur d'espoir là pour 2021. Peut-être les secteurs qui étaient un peu, qui sont présentement un peu plus perdants. Donc, on voit une lueur d'espoir pour eux prochainement. Donc, nous sommes maintenant à la période des questions. Alors, j'inviterai tout le monde à poser vos questions dans la section questions et réponses au bas de votre écran. Alors, nous avons déjà reçu quelques questions. Alors, je vais commencer avec Jacques Samson. Le contexte, c'est que le rendement boursier n'a pas changé durant la crise actuelle à l'image des récessions antérieures. Donc, comme vous aviez dit, c'est peut-être pas aussi un gros pic de récession comme par le passé. Par contre, en ce moment, les taux d'intérêt sont au plancher. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les bas taux d'intérêt et le fait que la bourse reste assez forte? Oui, oui, non, je pense que c'est clairement une des raisons pourquoi on peut rester quand même assez optimiste sur la bourse puis comprendre qu'elle a bien fait cette année. Comme je disais, les profits sont quand même bons, mais c'est sûr, si on regarde, disons, les ratios cours-bénéfices de la bourse sont relativement élevés. Donc, la bourse, d'un point de vue historique, si on la regarde par rapport à elle-même, est chère. Mais je pense que c'est un très bon point. Quand on regarde le taux d'intérêt, donc les rendements qui sont offerts sur tous les autres placements, bien, en ce moment, tous les autres placements sont extrêmement chers. Donc, quand je vous montrais les obligations corporatives avec des taux de rendement super bas, bien, ça veut dire que le rendement offert par ces obligations-là est très bas. Donc, je pense que ça justifie. Donc, c'est clair que si on reste dans un environnement de taux très bas, nous, on pense qu'on va rester dans un environnement de taux bas pour plusieurs années, ben, ça va vraiment aider les bourses là, à maintenir peut-être des ratios d'évaluation relativement élevés. Donc, oui, je pense que c'est un très bon point. Puis justement, là, un risque un peu au scénario actuel pour les investisseurs, c'est s'il y avait trop d'inflation, que les banques centrales seraient obligées de remonter les taux et de retirer la liquidité du système, ben là, ça ferait remonter ça ferait mal aux obligations, mais ça risquerait aussi de faire mal aux bourses là, qui profitent là, de l'environnement actuel. Merci. Puis, une autre question de Geneviève Guindon qui se demande quels seront les impacts de la dette à long terme. Oui, c'est une bonne question. Pour le moment, c'est dur à dire. C'est sûr que ce qui est un peu inquiétant, c'est l'ampleur des déficits. Donc, il y a eu un déficit là, qui est pas loin on va avoir un déficit de pas loin de 400 milliards cette année au Canada, là, ce qui était inimaginable. La bonne nouvelle, c'est qu'une grosse partie de ce déficit-là qui vient des programmes de soutien du revenu qui vont quand même disparaître progressivement. Pas tout l'an prochain, mais d'ici 2 ans, une bonne partie de ces dépenses-là vont être disparues. Donc, je pense qu'il va être vraiment important, c'est par la suite de reprendre de faire certains efforts pour prendre une bonne direction pour les finances publiques, puis ramener, peut-être éliminer les déficits ou en tout cas au moins les réduire rapidement. Si on réussit à faire ça, il n'y aura pas trop de conséquences. C'est juste que le problème, c'est que si on ne fait pas ça, ben, c'est qu'on est vulnérable. Puis, tous les pays actuellement sont un peu comme nous, mais ce qu'on voudrait éviter, c'est de se retrouver comme le mauvais pays, que le monde ne veut plus acheter leurs dettes. Là, on aurait un risque d'avoir des taux qui montent et ça pourrait faire très mal aux finances publiques. Là, on n'aurait pas le choix de faire de l'austérité, de remonter les taxes ou de baisser les dépenses. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Pour le moment, le Canada n'est pas dans une pire situation que les autres. Je dirais que c'est plus un problème un peu général. Puis, je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir faire certains efforts pour ramener un sentier viable là, sur les dépenses publiques. Là. Merci. Puis ensuite, Gaétan Brousseau, donc en fait, il dit que lui, il travaille dans une entreprise, il fait partie d'une entreprise qui est prête à commercialiser une solution en intelligence artificielle. Ils aimeraient exporter, mais on leur dit qu'il faudrait vendre ici au Québec avant de penser à l'international. Donc, selon un rapport toutefois de l'année dernière, il avait été mentionné que le Canada était le deuxième pays pour la recherche dans l'intelligence artificielle, mais le dernier, soit le 25e sur 25 pour l'adoption en entreprise. Donc, sa question, c'est
que nous conseillez-vous pour devrions-nous quand même exporter? Non, c'est une bonne question, mais qui Mais dépasse un petit peu, oui. honnêtement, mon expertise. Ça serait peut-être un cas. On avait mis une adresse là, des accompagnements qu'on peut donner à l'interne de Desjardins, des gens plus de Desjardins d'entreprise qui pourraient peut-être aider là-dedans. Là. Je pense que c'est vrai, le Canada, Québec, on est bon en AI. Je pense qu'il faut continuer à développer ça. Mais là, savoir si on est mieux d'aller à l'international ou au local en premier, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Là. Peut-être, c'est ça, des spécialistes internes de Desjardins pourraient vous aider plus. Pour le Subrousseau, en fait, demain, vous allez recevoir, en fait, tout le monde va recevoir un courriel de suivi avec les diapositives. Il va aussi avoir l'adresse là, de Desjardins. Donc, vous pourriez sûrement poser votre question pour avoir plus d'aide de Desjardins Entreprises, donc qui ont aussi des services là, pour aider les entreprises qui veulent s'internationaliser. Donc, sinon, j'ai d'autres questions pour vous, Monsieur Danjou. Donc, vous aviez mentionné la question du Brexit. Est-ce un risque important pour l'année 2021? C'est quelque chose. Tu m'entends encore? J'ai joué après mon micro, je suis certain. Oui. OK. Parfait. C'est sûr que le Brexit, c'est une des choses qu'on suit actuellement. On est vraiment dans les négociations de dernière minute. Il faut se rappeler, le Brexit, il a eu lieu. Là, en ce moment, on est en train de décider quel genre de Brexit qu'on va avoir. Il y avait un an, presque un an, là, jusqu'au 31 décembre pour trouver une façon de fonctionner avec l'Europe. Idéalement, de garder un accès au marché commun pour le Royaume-Uni, donc d'avoir le moins de problèmes possible. Et c'est extrêmement compliqué d'arriver à une entente. Bonne nouvelle, c'est qu'ils continuent de se parler, puis on dirait que les derniers points qui accrochent sont en train de trouver des solutions. Donc, dur pour moi de dire comment que ça va finir. Mais je dirais le point principal, c'est que dans le contexte actuel où on a eu la COVID, qu'on est focusé sur le vaccin, je ne pense pas que ça va avoir d'énormes impacts en dehors de l'Europe. Donc, ça ne m'inquiète pas beaucoup pour les marchés financiers, même s'ils ne réussissent pas d'avoir d'entente. Il y a quand même une volonté des deux côtés là, à ne pas créer un énorme problème. Donc, même s'il n'y a pas d'entente, pour avoir des barrières tarifaires, mais probablement qu'ils ne seront pas là très longtemps. Donc, si vous avez une entreprise au Royaume-Uni qui exporte en Allemagne, oui, surveillez ça de près. Si vous faites affaire avec les États-Unis, je ne pense pas que c'est ça qui va vraiment. Je ne le vois pas comme un risque très important là, pour les marchés financiers internationaux, pour l'économie mondiale, là, si on exclut l'Europe. Mais justement, en parlant des États-Unis, comme il vient tout juste d'avoir une élection présidentielle, pensez-vous que la victoire de Joe Biden a changé vos attentes pour l'économie américaine? Oui, ben, je dirais que pas énormément, parce que si on regarde les élections américaines, on a suivi ça de très près, puis finalement, ça n'a pas été une victoire très claire des démocrates. Ils ont quand même gagné le Grand Prix, ils ont pris la place de Trump, donc ils sont très heureux de ça. Mais en même temps, ils n'ont pas réussi à prendre le Sénat, donc ça va se régler. Là, il reste une élection en Géorgie en début d'année, mais au mieux, les démocrates vont être 50-50 pour avoir le contrôle du Sénat en principe. Mais il reste que les modérés démocrates, dans un cas comme ça, auraient énormément de pouvoir. Donc, je dirais que moi, la manière qu'on le voit, c'est que c'est une victoire un peu pour le centre, ce qui est arrivé aux États-Unis. Donc, ceux qui pensaient que les démocrates allaient venir faire une grande révolution, ou bien socialiste, ou même une grande révolution verte très, très agressive, ils n'ont pas le mandat, puis ils n'auront pas la possibilité de faire ça. Donc, il reste qu'on a revu un petit peu nos prévisions, mettre un petit peu plus de dépenses publiques, un petit peu plus de mesures vertes. Ça, oui, là, il va sûrement en avoir plus, mais peut-être pas autant que les gens un peu plus à gauche du Parti démocrate espéraient. Donc, ça va peut-être jouer un peu sur l'industrie du pétrole de schiste. Ça pourrait nuire un peu, donc peut-être justifier des prix du pétrole un petit peu plus haut. Mais pour le moment, je pense ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre la porte là, à ce que Joe Biden, qui est bon là-dedans, fasse un peu un gouvernement de compromis, réussisse à travailler un peu avec les républicains. Puis on le voit un petit peu en ce moment, là, il essaie de négocier un petit plan d'aide pour aider à passer au travers de la seconde vague. On a espoir que ça réussisse, là. Mais ça n'a pas énormément changé nos prévisions. OK. Puis une dernière petite question. Donc, c'est ça. Donc, la pandémie, elle a frappé différents secteurs de manière très différente. En fait, j'aimerais savoir aussi, donc, point de vue économique, puis aussi pour les investissements. Donc, est-ce qu'il y aurait des secteurs où en ce moment, peut-être que ça va très mal, que ça vaudrait peut-être la peine justement d'investir aujourd'hui sur les marchés boursiers? Puis, quels sont les secteurs qui pourraient peut-être connaître une remontée en 2021, puis peut-être quelques suggestions de votre part. Oui.
Ben, c'est sûr, disons qu'on y va plus pour l'économie. J'hésite un peu pour la bourse, là. C'est moins ma spécialité de dire vraiment où miser. D'accord, Mais allons-y pour donc, l'économie. on va pour l'économie. C'est sûr qu'il y a des secteurs, je pense, qui font en ce moment très bien, qui devraient continuer de bien faire. Donc, tu sais, tout ce qui est construction, là, on s'en va vers des plans de relance avec des infrastructures. On voit qu'il y a des annonces. Je pense que le secteur de la construction va continuer à bien faire. Le marché immobilier, à court terme, on pense qu'il va demeurer fort. Donc, construction, quelque chose qui va bien. Tout ce qui dépend un peu de la demande des consommateurs, puis qui est capable de vendre son produit en ce moment, à court terme, devrait continuer à bien faire aussi. Euh, les entreprises, les secteurs qui sont bien adaptés au télétravail, la finance, l'assurance, qui profitent de toute la liquidité qu'il y a, ben, je pense que c'est des secteurs qui devraient continuer de bien faire. Peut-être ce qui va être intéressant, c'est ça, à court terme, ça devrait bien faire. À court terme, c'est sûr que les secteurs qui vont très mal, ben, pour les prochains mois, il ne faut pas penser que ça va aller beaucoup mieux. Mais si on regarde un petit peu plus loin, c'est sûr qu'en deuxième moitié d'année, si on réussit à rouvrir des secteurs comme tout ce qui est voyage, tout ce qui est restauration, moi, je pense que c'est des secteurs qui pourraient très bien faire. C'est sûr que les entreprises qui sont là vont partir de loin, mais la demande, je pense qu'il va y avoir un appétit des consommateurs, de la demande refoulée qui va être là. Puis, j'en ai parlé beaucoup, les ménages ont des revenus, ont de l'argent à dépenser. Donc, je pense qu'on peut avoir espoir que quand ça va rouvrir, ça va aller bien. Puis si ça va bien, puis que là, les taux d'intérêt commencent à monter un peu, bien là, les secteurs qui ont si bien fait cette année là, pourraient commencer à ralentir un petit peu plus. T'sais, si on peut voyager, si on peut aller au restaurant, aller à des spectacles, peut-être qu'on ne rachètera pas une deuxième piscine l'année prochaine, alors que tout le monde a fait ça l'an dernier. Là. Donc, il va peut-être avoir un certain rééquilibrage qui va se faire aussi de ce côté-là. Puis si les taux montent, ça ne prendra peut-être pas grand-chose pour freiner un peu le marché immobilier qui est peut-être un peu trop fort en ce moment. Super. Et peut-être aussi, parlant du marché immobilier, peut-être est-ce qu'en ce moment, on voit plus un exode vers les banlieues, puis est-ce que vous pensez peut-être que le marché immobilier, il va avoir une grosse dissociation entre le marché immobilier, par exemple, dans les grandes villes, à Montréal, Ouais. par exemple, et les banlieues? Pensez-vous que ça va peut-être, il va y avoir une genre de stabilisation qui va se faire d'ici les prochaines années? Oui, ben, ça va être quelque chose à suivre, je vais vous avouer. C'est clair qu'il y a de la demande en banlieue, mais une des surprises qu'on a eues, c'est que le marché immobilier est tellement fort en ce moment que même les grandes villes, ça va bien. Donc peut-être ça va. Tu sais, c'est pas l'effondrement là, pour quelqu'un qui veut aller acheter une maison ou même un condo à Toronto ou à Vancouver. Ils ne sont pas donnés en ce moment. Donc, il y a une certaine résilience, puis on dirait que le marché immobilier est tellement fort que même ces secteurs-là s'en tirent pas si mal. Ben, même s'en tirent assez bien. Mais pour le reste, ben, c'est sûr que ça va dépendre. Moi, je pense quand même que la plupart des centres-villes vont être capables de se réinventer un peu. Tu sais, il va en rester beaucoup de monde qui vont aller travailler au centre-ville. Je pense que ça va être important d'avoir des milieux attirants, là. C'est sûr que ça ne pourra pas être juste peut-être ton seul argument de dire venez, on vous fait une petite boîte, venez ici, là. Parce que c'est vrai que l'option du télétravail va être là un peu plus. Mais tu sais, c'est quand peut être des milieux de vie super intéressants aussi, là. Donc, je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir miser, mais je ne m'attendrais pas que les maisons au New Jersey valent plus cher que Oui, les condos à Manhattan de façon oui. durable. À un moment donné, les grandes villes, je pense qu'ils vont quand même trouver un moyen de réattirer les gens. Puis en parlant de ça aussi, toute dernière question, donc à votre avis, par rapport aux entreprises qui veulent aller à l'international, est-ce que les grandes villes et les mégalopoles sont toujours aussi attrayantes et vont-elles le rester, d'après vous? Ben, en ce moment, ils sont moins, c'est certain, là, mais ça peut être une occasion aussi, là, peut-être plus facilement moyen de s'installer. Tu sais, c'est ça. Mais il va encore avoir beaucoup d'activités dans ces grandes villes-là. Là, je pense que Merci. ça va rester des occasions là, pour des entreprises qui cherchent à développer des marchés. Oui, là, ça va rester. C'est bon. On va prendre une toute dernière question du public, Ah, puis ouais. on va terminer. J'ai vu M. Marcel nous a posé une question. Donc, la dernière qu'on va prendre, c'est la crise de liquidité a été stabilisée par l'intervention de massives banques centrales et de gouvernements. Donc, considérant l'augmentation des niveaux d'endettement des divers acteurs de l'économie, les entreprises, les ménages, les gouvernements que vous avez mentionnés, pensez-vous que l'économie est maintenant exposée à un plus grand risque de solvabilité?
Oui, je dirais que c'est clair que quand on agit comme on a fait là, tu sais, ça augmente comment je dirais, la vulnérabilité de notre économie en tout cas à une hausse des taux d'intérêt. Euh, Ça, c'est certain. Donc, on l'avait vu hein, déjà, tu sais, parce que c'est un peu des recettes qu'on avait prises dans la crise de 2008 pour repartir l'économie, mettre des taux très bas, stimuler l'endettement, puis ça marche tout le temps. Mais après ça, on a vu au Canada, dès qu'on a commencé à monter les taux autour de 2016, dans ces années-là, c'est pas long que l'économie a ralenti. Donc, oui, les hausses de taux futurs vont faire plus mal. On a moins de marge de manœuvre s'il y a une autre crise aussi. Est-ce qu'il va y avoir nécessairement une crise de solvabilité? Pour le moment, ça se détériore quand même pas trop là, avec les revenus qui sont là, mais je le vois plus comme un risque, un peu une vulnérabilité à une hausse des taux d'intérêt. Donc, puis si le seul moyen de ne pas avoir cette vulnérabilité-là, c'est de mettre encore les taux plus bas et d'avoir encore plus de crédit, mais là, c'est un peu une roue qui tourne, qui est un peu, je dirais, qui est préoccupante à moyen et long terme. On ne pourra pas toujours dire aux gens de s'endetter plus pour éviter les problèmes. Oui, exactement. Donc, ben, je vous remercie, Monsieur Danjou, donc, pour nous avoir offert ces perspectives économiques et d'avoir fait le bilan de l'année 2020. Je vous remercie beaucoup là, pour vos explications et vos réponses. Puis, ben, je vous souhaite à vous, mais à tous les participants aussi, une excellente fin d'année 2020. Puis, j'espère que 2021 va être une année qui va être beaucoup plus prospère pour tout le monde. Alors, merci de votre présence et à tous les participants, vous allez recevoir un sondage qui va apparaître dans votre écran au moment de quitter. Je vous demanderai de bien vouloir le remplir, s'il vous plaît. C'est très important pour nous, pour s'assurer de votre satisfaction, mais aussi par rapport à nos objectifs là, internes. Puis j'aimerais aussi vous rappeler, vous allez recevoir demain des diapositives de ma part, les diapositives de M. Danjou. La séance d'aujourd'hui est aussi enregistrée. Elle va être disponible sur notre site web d'ici les prochains jours ainsi que sur notre page YouTube. J'aimerais encore une fois remercier les partenaires, Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support, ainsi que Desjardins et EDC. Donc, merci encore. Ce fut vraiment un plaisir de modérer ce tout dernier webinaire de l'année avec vous, M. Danjou. Et ben, j'espère vous revoir dans nos prochaines activités en 2021 à tout le monde. Merci et joyeuses fêtes tout le monde. Merci beaucoup.